Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal sur Géopolis Télévision. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Deux capitales, plusieurs rencontres, des consultations en coulisses. Dans la semaine du président Félix-Antoine Tshisekedi relance les spéculations. Un dialogue politique inclusif semble sur la table, mais son cadre et ses protagonistes restent pour l'instant un mystère. Décryptage à suivre dans le journal avec Domomat. À la ligne également de l'actualité depuis ce lundi 12 janvier 2026. Une grève a été décrétée par les agents du ministère des Affaires étrangères chargés de la capture de passeports en République démocratique du Congo qui réclament le retard sur le paiement de leurs primes. Une situation alarmante et qui affecte les citoyens en attente de documents de voyage sur les terrains. Vous suivrez de responsables qui n'ont pas manqué de s'exprimer. Reportage à suivre avec Myriam Likio et Giscard Tamba dans ce journal. Au sommaire enfin, dans un contexte de montée en puissance de l'intelligence artificielle en Afrique, le Maroc cherche à formaliser une stratégie capable d'appuyer le développement économique, la modernisation administrative et le positionnement compétitif du pays. Voilà tout pour les titres. Bienvenue dans le journal. Bonsoir à tous, vous êtes 2 millions à nous suivre à travers le monde. Bienvenue, vous êtes bien sûr sur Géopolis Télévision. Je le disais au sommaire, deux capitales, plusieurs rencontres et des consultations en coulisses. La semaine du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, relance plutôt les spéculations. Un dialogue politique inclusif semble sur la table, mais son cadre et le protagoniste restent pour l'instant un mystère. Décryptage de la rédaction avec Domomat. En l'espace d'une semaine, la diplomatie congolaise change de rythme et de décor. Deux passages à Luanda, puis une visite de travail à Lomé. Une séquence qui, à Kinshasa comme dans les capitales de la région, alimente une même lecture, l'hypothèse de plus en plus crédible d'un dialogue politique inclusif en préparation. D'abord, Luanda, pivot du moment. Le président Félix Tshisekedi a rencontré à deux reprises son homologue angolais João Lourenço, président en exercice de l'Union africaine, alors que l'Est du pays reste sous pression. La présidence congolaise parle d'échanges axés sur la paix et la stabilisation. Ensuite, Lomé, nouvelle étape, lundi 12 janvier 2026, Félix Tshisekedi est arrivé au Togo pour des discussions centrées sur les efforts de paix dans l'Est. Et surtout, dans l'ombre de cette visite, l'idée d'une récomposition des médiations régionales prend de l'épaisseur. Les Togo annoncent d'ailleurs une rencontre de haut niveau le 17 janvier 2026 dédiée à la cohérence et à la consolidation du processus de paix en RDC et dans le Grand Lac. Dans ces contextes, des informations circulent sur des contacts informels menés par Luanda avec des acteurs politiques, de la société civile, des confessions religieuses et même des cadres de l'FC M23. L'objectif, selon plusieurs récits de presse, serait de préparer le terrain à des discussions plus structurées tout en gardant le fil Luanda-Doha. C'est là qu'apparaît la zone la plus sensible. Des rumeurs persistantes affirment que l'ancien président Joseph Kabila aurait été reçu en Angola le 11 janvier, puis qu'il aurait été aperçu à Lomé juste après Tshisekedi. Problème, aucune source officielle ne confirme ces éléments à ce stade. Ce que l'on peut établir en revanche, c'est qu'une source internationale comme RFI évoque une réception de Joseph Kabila à Luanda, mais fin décembre et non explicitement le 11 janvier. Au final, un constat entre visites rapprochées, annonce des réunions sur la cohérence des processus et consultations élargies en coulisses, tous les signaux pointent vers une option désormais sur la table, un dialogue inclusif. Reste la question décisive, encore sans réponse officielle. Qui s'assoit, dans quel cadre et avec quelle garantie pour éviter que l'initiative
ne devienne un énième processus de plus. Et dans le secteur de l'environnement, la République démocratique du Congo qui veut passer de l'ambition climatique à l'action concrète. Et à Abu Dhabi, la première ministre Judith Suminwa porte la voix du pays, présentée comme une solution mondiale face aux défis du développement durable. Elle représente le chef de l'État Félix Tshisekedi au sommet d'Abu Dhabi en tout cas, ce week-end, une grande messe internationale où se croisent décideurs politiques, investisseurs et acteurs de la transition verte. Domomat. Abu Dhabi, capitale des Émirats arabes unis, et depuis ce mardi, le point de convergence des débats mondiaux sur l'avenir de la planète. Plus de 3500 participants venus de 170 pays prennent part à l'Abu Dhabi Sustainability Week, organisée au Centre national des expositions autour du thème « Le carrefour de l'avenir, tous les systèmes en marche ». Parmi les dirigeants présents, la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, en mission officielle. Elle y représente le président de la République et porte la voix d'un pays au cœur des enjeux climatiques et énergétiques mondiaux, forêts couvrant près de la moitié du bassin du Congo, immenses ressources en eau douce, minerais stratégiques comme le cobalt et le cuivre. La RDC se présente ici comme un pays solution. À l'ouverture des travaux, le président du département de l'énergie d'Abu Dhabi, Dr Abdullah Oumaïd Saïf Al-Jarwam, a appelé à des réponses pragmatiques, notamment en matière d'énergie propre, insistant sur la nécessité de passer des discours aux résultats concrets. C'est précisément le message que la chef du gouvernement congolais a défendu lors du segment de haut niveau ce mercredi. Accompagné du ministre d'État au plan, Guylaine Nyembo, Judith Suminwa a mis en avant la vision de la RDC pour une croissance résiliente adossée à son potentiel hydroélectrique, à sa biodiversité et à des projets structurants comme le couloir vert Kivu-Kinshasa. En marge du sommet, la première ministre a multiplié les rencontres avec investisseurs, institutions financières et industrielles. Objectif, attirer des partenariats utiles dans une logique d'ouverture et des bénéfices partagés. Après Washington et Genève, Abu Dhabi devient une nouvelle tribune pour rappeler qu'investir en RDC, c'est investir dans un avenir durable, équilibré et porteur pour les générations présentes et futures. Et moment difficile pour le médecin congolais travaillant au Kenya. Ce professionnel de santé se voit refuser le renouvellement de permis de travail. Le document est essentiel pour travailler dans ce pays d'Afrique de l'Est. Réunis dans un collectif d'une vingtaine de professionnels, il dénonce une discrimination inacceptable et en appelle à une action urgente du gouvernement congolais. Je vous propose de suivre le docteur Georges Maloba qui porte la voix de ce médecin discriminés. Nous, médecins congolais, résidents et pratiquants au Kenya, depuis plusieurs années, nous voici aujourd'hui devant vous via ces médias pour vous exprimer notre déshydratat en ce qui concerne la situation qui nous frappe. Nous sommes ici en train de plaider une cause noble, laquelle cause fait ressortir la discrimination criante que le peuple congolais est en train de subir sur un sol étranger. Cette situation fait preuve d'une précarité qui frappe nos familles, en ce sens que nous sommes refusés de renouveler nos licences de l'année 2026 et que nous ne serons pas à mesure de pratiquer à quelques endroits qu'il faut. Mais ici, en tant que membres des États d'Afrique de l'Est, nous en appelons à nos autorités de faire d'urgence parce que, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune autorité, on va le dire bien, aucune autorité du pays, même au niveau de l'ambassade sur place, qui nous a approchés pour nous dire quelque chose en ce qui concerne la situation. Bien que le message a été passé clairement sur différents médias, même au niveau du pays. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous nous tenons devant vous pour vous dire, le peuple kenyan nous a acceptés et nous avons rendu bon service. Jusqu'à preuve du contraire, aucun médecin congolais n'a été poursuivi pour quelque chose de mal qu'il a eu à commettre sur ces sols kenyans. Alors, il faudra qu'au moins qu'il y ait des mesures drastiques qui peuvent nous permettre d'évoluer, à travailler dans la quiétude, parce que même au niveau du pays, nous avons les institutions kenyanes qui sont en train de travailler là-bas. Mais pourquoi la réciprocité dans la diplomatie n'a pas été toujours d'avis? S'il y a un silence, à quoi s'attendre? Ces familles qui sont en train de couper. Nos enfants actuellement ne sont même pas à même d'aller à l'école parce que nous sommes frustrés. On ne peut pas bouger. D'une minute à l'autre, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Alors si ce silence va continuer, ça sera vraiment dommage.
Alors pourquoi nous appelons aux autorités de voir, de communiquer avec les autorités kenyanes pour nous permettre de voir au clair la situation de la RDC. Nous sommes ici États membres d'Afrique de l'Est. Faites un effort pour nous adresser à cette situation. Merci. Et après le Kenya, retournons en RDC, particulièrement dans la ville de Kinshasa, où depuis ce lundi 12 janvier, une grève a été décrétée par les agents du ministère des Affaires étrangères chargés de la capture de passeports dans la République démocratique du Congo. Ils réclament le retard sur le paiement de leurs primes, une situation alarmante qui affecte le citoyen en attente de documents de voyage sur le terrain. Certains responsables n'ont pas manqué de s'exprimer sur notre micro. C'est un reportage à suivre avec Myriam Likiyo et Giscard Tamba. Sur l'avenue X24, le centre de capture pour le passeport est fermé. Porte close, aucune activité. Pour se rassurer qu'il s'agit bien d'une grève, l'équipe s'y rend alors au ministère des Affaires étrangères où fonctionne notre centre de capture. Sur place, le décor est parlant. À l'entrée du bâtiment, des rameaux déposés en signe de deuil. À l'intérieur, pas de files d'attente, pas d'usagers, uniquement des manifestants. Certains crient, d'autres sont assis en même le sol, tous réclament les paiements de leurs primes. Depuis lundi 12 janvier, en effet, une grève est observée parmi les agents chargés de la capture des passeports. Les services paralysés et même les salons VIP évitent. Nous sommes des cadres, on ne pouvait pas gréver. Je suis là sur place dans mon poste. Mais il y a les OPEX, les opérateurs de saisie qui ont refusé de travailler. Ils réclament leurs revendications. Anissé Moulenda, agent du ministère, parle d'un malaise profond. Près de 20% des agents seraient laissés pour compte depuis 2020, sans réponse concrète de la hiérarchie, malgré plusieurs démarches. On attend les résolutions concrètes, la réponse concrète des autorités. Et c'est après ces réponses qu'on pourra soit suspendre, soit lever. Ça dépendra de la solution qui est donnée. Si c'est une solution durable, ça veut dire on nous donne le tout, on nous donne l'intégration dans l'état liquidatif, on nous donne l'enveloppe pour prendre en charge tous les non payés, on nous donne les 20% pour appuyer la totalité de nos grilles, on va définitivement lever la grève. En attendant une solution, la tension demeure. La grève se poursuit et les activités liées à la délivrance des passeports tournent au ralenti, aussi bien au ministère que dans plusieurs centres de capture à travers le pays. Après le ministère des Affaires étrangères, rendons-nous à la Banque centrale du Congo, les francs congolais qui continuent d'alimenter le débat. Après plus de 4 mois d'appréciation sur le marché et d'échange, un léger recul de la monnaie nationale est observé depuis la période de festivité. Face à cette situation, la Banque centrale du Congo, justement, est intervenue en injectant 50 millions de dollars américains. Mais sur le terrain, les effets tardent à venir. En tout cas, c'est le constat de Daniela Kalala et Giscard Tamba. Une tension a surgi dimanche dans la province du Haut-Lomami, précisément dans les territoires de Bukama, à la suite d'événements ayant entraîné la mort de plus d'une dizaine de personnes, selon plusieurs sources locales. Toutefois, les versions de faits divergent entre les acteurs impliqués. L'ONG des promotions et des protections des droits de l'homme et des développements économiques, Justicia Asbel, par la voix de son président Timothée Mbouya, évoque un possible usage excessif de la force par des éléments de forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Selon cette organisation, des armes lourdes auraient été utilisées lors d'une intervention militaire ayant affecté une population civile non armée dans la cité de Bukama. Ce qui s'est passé à Bukama dans la journée de dimanche matin, c'est que les FARDC, on ne sait pas exactement combien, étaient de provenance de la base militaire des Kamina. Ils ont tiré sur une population civile non armée. Ils ont fait usage d'armes lourdes et des suites de ce tir sans sommation, sans quoi que ce soit, sur une population non armée, ils ont fait une dizaine de morts et une dizaine de blessés et plusieurs personnes portées disparues.
Pour nous, il s'agit clairement d'un crime grave, un crime contre l'humanité pour lequel des responsabilités doivent être établies. Justicia exige une enquête indépendante et impartiale pour établir des responsabilités et également répondre devant la loi. De son côté, l'armée congolaise indique que ces positions situées aux abords de Bukama auraient fait l'objet d'une attaque de la part d'éléments armés identifiés comme appartenant au groupe Bakatakatanga. Le FARDC parle d'une riposte à cette attaque sans toutefois fournir à ce stade de bilan détaillé officiellement confirmé. Ces événements surviennent après plusieurs mois d'accalmie relative dans la zone durant lequel le milicien Bakatakatanga, longtemps actif dans la région sous la conduite de Gédéon Kyungu, était signalé comme moins présent ou moins menaçant pour les populations locales. En l'absence d'une enquête indépendante et des conclusions officiellement établies, le circonstance exacte de ces incidents reste à clarifier. Les acteurs locaux appellent à l'apaisement, à la retenue et à l'ouverture d'investigations afin d'établir leurs responsabilités et d'éviter une nouvelle escalade de violence dans cette partie du pays. Vous l'avez compris qu'il était question de la situation sécuritaire qui s'est tendue lundi dans le territoire de Bukama, dans les Hauts-Lomami. Après des incidents ayant causé plusieurs morts, l'ONG et armée livrent des versions différentes de faits, tandis que les appels à l'apaisement et à une enquête indépendante se multiplient. C'est un reportage signé Didier Ilunga que vous avez suivi tout à l'heure. Je reviens sur la situation du front congolais qui s'est déprécié un tout petit peu sur le marché. Il est au cœur du débat aujourd'hui après plus de 4 mois d'appréciation sur le marché de change. Un léger recul de la monnaie nationale est observé depuis la période de festivité. Et face à cette situation, la Banque centrale du Congo est intervenue en injectant 50 millions de dollars américains. Mais sur le terrain, les effets tardent à venir. C'est un constat de Daniela Kelela et Giscard Tamba. Cela fait désormais plus de 4 mois que le franc congolais s'est apprécié sur le marché de change. Une évolution largement commentée, d'autant plus qu'après le fête de fin d'année, un léger mouvement de dépréciation de la monnaie nationale s'est fait à nouveau sentir. Face à cette situation, la Banque centrale du Congo est intervenue en injectant 50 millions de dollars sur le marché de change à travers le banc commercial afin de contenir cette tendance. Toutefois, sur le terrain, le changeur affirme ne pas encore ressentir les effets de cette intervention. Il évoque plusieurs difficultés persistantes, nourrissant ainsi un climat d'inquiétude et d'incertitude. Franc congolais au matin, il y a des raisons. Il y a des fois, condamné à changer. La dernière appréciation du franc congolais n'a pas produit grand-chose au marché des changes. Le problème, ne pas chez les changeurs, mais plutôt auprès des opérateurs économiques étrangers qui viennent changer leur monnaie auprès des cambistes. Le manque de rigueur de la Banque centrale du Congo profite à ces commerçants expatriés, ce qui ne favorise pas aux Congolais de pouvoir bien faire leur commerce. Mais déjà, la Banque centrale a commencé à 21, 22, à garder qui tombe à 22. La Banque centrale a gardé, mais bango bazala monté. Et là que ça la mbongo na biso ezwa valeur parce que économiquement mbongo na biso ya mboka eza géré na maboko ya bapaya. Ba expatrié wana ba osala ba faire wana biso toza na monnaie eza local. Na monnaie na biso toza na difficulté ya kosombela yango eloko quelque part. Tant que tout le monde a mbongo et mati eza vu que tant on va récupérer les francs congolais et belé ba tsumbi biloko. Bango ba osana franc congolais nini bani loko osana franc congolais te. Ils ont obligé ya kobimisa mbongo bakende kosomba. Le mal vous condamnez le changer alors que bango ba koya na proposition pas changer. Que par exemple nazana mbongo mo MSU ya 1 million de dollars. Mbongo bote kana combien par exemple 23. Il y a le bilan te que la mino pesa mbongo na 24 et 500 25. Changer azan un problème te. Problème ils ont te pas na bango kuna. Gouvernement central et la banque centrale nde azozanga rigueur ou autorité wana likolo ya bato wana. Donc il faut yenda s'imposer prix ya zocha. Il fait dans na bato wana nyonso to va okita na ba petit peuple au bazocha ba tableau de change partout na coin surtout. Il faut abandonner ba banque wana abandonner na ba
expatrié wana o basalaka commerce wana o bazobakende na kosomba biloko libanda. Ouais, mbongo eza ya komata biso tosomba mbongo na miniti oyo na 23 500 francs. Eza na problème oyo grave. Ça, ce n'est pas la première fois que Banque centrale a injecté mbongo. L'année passée, asalaki le même eloko. Résultat ni na tozwi le côté. Même ici a injecté les 50 millions de dollars CP par rapport à monnaie na biso bango moko. Il faut pas payer montant ni ya mbongo o ba koki ko multiplier pour que dans la circulation. Au fur et à mesure bango bazo multiplier mbongo ebele. Mbongo ko bimel belé ba ko récupérer 50 000 dollars, 50 millions na ezamouké par rapport au nombre d'habitants au baza précisément na Kinshasa. Si ko tombe batona ba uta ba uti bandu ba na France. Ba uti Équateur ba na France. Ba uti ba Congo ba na France. Ba province en ce temps ba ko rassembler ba France Congo na ba 50 millions na écouter l'autre. Et que ça la kaka que après un moment tu ressenti que to yo kimbongo sali ko kita. Après un moment ko zonga na yango lisusu. Une question demeure. Le franc congolais parviendra-t-il à se stabiliser durablement ou cette embellie restera-t-elle passagère? Alors, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Daniela Kalala, qui est chroniqueuse économique à Géopolis Télévision. Daniela, vous avez réalisé, d'abord bonjour. Bonjour José. Vous avez réalisé ce reportage. La BCC, comme vous l'avez dit dans votre reportage, vient d'injecter encore 50 millions de dollars. Ça, on dit souvent comme ça pour stabiliser, semble-t-il, le taux de change sur le marché. Qu'est-ce qu'on comprend finalement quand on n'est pas forcément économiste? Alors, ça fait un peu plus de 4 mois, comme je l'ai dit dans mon reportage, ça fait un peu plus de 4 mois que nous constatons pour la première fois en République démocratique du Congo une appréciation du franc congolais par rapport au dollar américain, une situation qui nous réjouit, mais le problème se pose sur la stabilité justement de cette appréciation. Alors, après le fait, il s'est constaté, comme vous venez de le dire, une légère dépréciation de 0, à peu près 4% du franc congolais à cause justement après les fêtes, comme je le dis. Alors ça s'est fait sentir sur le marché, cela n'a pas laissé la Banque centrale indifférente. La Banque centrale a procédé par la vente, plutôt la vente de plus de 50 millions de devises auprès de différentes banques commerciales. Nous avons été sur terrain pour voir avec les agents économiques, avec les cambistes justement, s'ils ressentent déjà les effets de cette vente de la banque centrale. Alors il y a cette instabilité du franc congolais la stabilité, je vais dire, du franc congolais qui continue à poser problème et qui pousse à chaque fois la Banque centrale à continuer à faire des injections comme ça ou de procéder par des ventes comme ça des devises pour justement répondre aux besoins accrus des liquidités en devises qui se posent sur le marché. Mais alors aujourd'hui on a vanté les prouesses de la Banque centrale du Congo et toutes les institutions du pays jusqu'à fin décembre avec l'augmentation, en tout cas la prise de valeur du franc congolais qui serait historique. Mais qu'est-ce qui justifierait justement à peine 4 mois après que les francs congolais puissent commencer à afficher le signe de fatigue finalement face au dollar américain? Alors José Junior, nous sommes dans un contexte compliqué. Vous savez, nous sommes, tant que notre économie ou tant que notre pays, nous n'aurons pas une production locale, nous aurons toujours de problèmes sur la stabilité du franc congolais. Vous voyez, ça se fait qu'à la fin de l'année 2025, à la fin de l'année, ce sont des festivités, les agents économiques ont besoin des devises pour pouvoir commander ou acheter ou importer, je vais dire importer de l'extérieur, importer les articles pour pouvoir le vendre. Ça fait en sorte qu'il y a une sortie massive des devises et cela occasionne par ricochet directement la demande accrue des devises internes. Vous voyez, nous n'avons pas une production locale. La RDC, on le connaît tous, est une économie importatrice. Nous sommes dépendants des importations. Alors ça fait en sorte qu'au moment où il y a cette on va dire augmentation de pourcentage de l'importation et qu'il y a sortie massive des devises, ça fait en sorte qu'en interne, nous sommes en demande des devises. Et quand il y a la demande des devises s'est fait ressentir en interne, ça occasionne directement ces déséquilibres. Ça occasionne directement la dépréciation du franc congolais et automatiquement, c'est la raison pour laquelle vous voyez la Banque centrale, au travers des réserves d'échange, a pu procéder à cette vente. Et j'ai lu dans un communiqué de la Banque centrale qu'elle fait confiance justement à son réserve d'échange
pour injecter à chaque fois pour calmer la pression sur le marché des changes. Merci beaucoup Daniela Kalala, que nous allons avoir dans nos éditions, dans une émission spécialisée. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes chroniqueuse économique à Géopolis Télévision. Merci pour cette analyse si pertinente. On poursuit ce journal avec la GECAMINE qui franchit un cap majeur dans la reconquête de la souveraineté économique de la République démocratique du Congo. À l'issue d'une consultation menée fin 2025, la public a annoncé l'exercice de son droit d'achat pour 100 milliards de tonnes de cuivre issus de la production de 2026 de Tek Fungurume Mining, représentant 20% de la participation actionnariale de la société congolaise dans ce projet stratégique. Le cuivre qui sera commercialisé tout au long de l'année 2026 sur le marché américain, en cohérence avec les accords récemment conclus entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. On poursuit ce journal avec ces Congolais, 87 000 Congolais qui sont aujourd'hui réfugiés en Tanzanie. Après une mission au Burundi, la ministre d'État Eve Bazaïba poursuit sa tournée humanitaire à Kigoma pour y rencontrer les réfugiés du site de Nyalukusu, Guzu et les autorités locales afin d'évaluer les besoins humanitaires de ce coin. Daniela Kalala pour ce commentaire. La ministre d'État en charge des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Eve Bazaïba Massoudi, est arrivée lundi dans la région de Kigoma, en République unie de Tanzanie, dans le cadre d'une mission d'assistance humanitaire en faveur des ressortissants congolais réfugiés à l'étranger. Cette étape en Tanzanie intervient après une première mission menée au Burundi, où la ministre avait déjà rencontré des réfugiés congolais et échangé avec les autorités locales et les partenaires humanitaires sur leurs conditions de prise en charge. Selon les autorités régionales des Kigoma, 86 918 réfugiés congolais sont actuellement enregistrés en Tanzanie, principalement sur les sites de Nyalugusu, à la suite des violences persistantes dans l'est de la République démocratique du Congo, notamment dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. À Kigoma, Eve Bazaïba Massoudi a tenu des séances de travail avec les gouverneurs de la région, les vice-ministres tanzaniens des Affaires étrangères, ainsi qu'avec la représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR. Les échanges ont porté sur la situation humanitaire, les besoins en assistance, ainsi que sur la coordination entre les autorités tanzaniennes, congolaises et les organisations internationales. Les autorités locales ont indiqué que la pression humanitaire reste élevée compte tenu du nombre important de réfugiés et de la durée de leur présence sur les sites de Nyalugusu. La ministre congolaise a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à soutenir le déplacé congolais à travers une coopération avec le pays d'accueil et les partenaires humanitaires. Une visite du camp de Nyalugusu est prévue ce mardi afin d'évaluer les besoins et d'apporter une assistance aux réfugiés. Et en sport, la Coupe du Congo de football édition 2026 qui connaîtra une saveur spéciale dès le tour préliminaire alors que ce dernier était réservé aux clubs de ligue inférieure. Cette nouvelle édition dont le tirage au sort a été effectué lundi dernier verra la participation de clubs de la Ligue 1, notamment The Club, DSMP et les Aigles du Congo. Blaise Kuzola pour les détails. DSMDK, FC Les Aigles du Congo. Le coup d'envoi de la 60e édition de la Coupe du Congo se précise. Ce lundi, la Ligue de football de Kinshasa a procédé au tirage au sort du tour préliminaire de la compétition. La cérémonie s'est tenue au siège de la Fédération congolaise de football association sous la présidence de Désiré Bonina Ifongué en présence de représentants de clubs engagés. 20 formations issues de différentes entités sportives de la capitale rendant part à ces tours provincial. Les rencontres qui se disputeront en match aller-retour s'annoncent disputées et riches en suspense. Les dates officielles du début de la compétition seront communiquées dans le jour à venir. Pour cette 60e édition, les ambitions sont grandes. Chaque club rêve de se frayer un chemin vers le phase nationale et pourquoi pas soulever le prestigieux trophée avec des confrontations équilibrées et un format à élimination directe. Les surprises ne sont pas à exclure. Voici les affiches du premier tour préliminaire
DCMP contre les Aigles du Congo, Ange Vert contre Le Croyant, AF Les Aigles contre Nouvelle Vie, Levons-nous contre l'ASV Club, Salvador contre AFC Nganda, Céleste Football contre TP MJLC, Elliott TP contre RC Golf, Ancien Rangers contre ELK 47, TP Le Croyant contre Novakin, mais aussi Banadora contre JPK. La Coupe du Congo reste un vivier de talent et une vitrine pour le club provincial. Le public quinois peut donc s'attendre à un spectacle de qualité entre ferveur populaire et enjeux sportifs. Voilà pour la page nationale. Alors tout de suite la page internationale du journal. Avec une économie structurellement dépendante du pétrole qui fournit entre 65 à 80% des recettes publiques et près de 80 à 90% des exportations, selon les données de la Banque mondiale et de l'OPEP, le Nigeria cherche toujours chaque année à renforcer ses revenus issus de la production de Brent. Daniela Kalala pour le commentaire. Malgré une relative stabilisation de volume sur l'année 2025, la production pétrolière du Nigeria n'a pas réussi à atteindre l'objectif des autorités. Selon les données du régulateur des activités pétrolières à Mont, relayées lundi 12 janvier 2026, la production moyenne des pétroles bruts et des condensats s'est établie à 1,64 million de barils par jour sur les 11 premiers mois de l'année dernière. Dans les détails, les chiffres montrent une production de brut hors condensat comprise entre 1,38 et 1,53 millions de barils par jour, selon le mois, loin de 2 millions de barils par jour, ciblés à court terme par les gouvernements nigériens. Cette performance positionne les pays autour du quota de production fixé par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, établi à environ 1,5 million de barils par jour, un plateau dont les autorités nigérianes souhaitent la révision à la hausse. En 2025, les régulateurs ont accéléré l'approbation de projets pétroliers et gaziers afin de débloquer des investissements en attente. Ainsi, dans les deltas du Niger, un nouveau terminal pétrolier dédié à la production marginale est entré en service pour faciliter l'évacuation de volumes de petits producteurs. Le lancement du cycle d'appel d'offres pétrolier 2025 au 1er décembre s'est également inscrit dans le même logique. Je le disais au sommaire, dans un contexte de montée en puissance de l'intelligence artificielle en Afrique, le Maroc cherche à formaliser une stratégie capable d'appuyer le développement économique, la modernisation administrative et le positionnement compétitif du pays dans ces secteurs. C'est un commentaire, encore une fois, de Daniela Kalala. Le Maroc s'apprête à dévoiler officiellement sa feuille de route Maroc IA 2030, un cadre stratégique conçu pour structurer l'écosystème national de l'intelligence artificielle. Attendue ce mois de janvier, cette initiative a pour objectif d'exploiter pleinement le potentiel de l'IA afin de moderniser les services publics, améliorer l'interopérabilité des systèmes numériques et renforcer la compétitivité économique, a précisé la ministre déléguée chargée de la transition numérique et de la réforme de l'administration Amal El Falam Sengroukni. En amont de l'événement AI Made in Morocco, ouvert lundi 12 janvier à Rabat. Selon la ministre, la stratégie Maroc IA 2030 structure une approche globale autour de priorités claires, garantir l'indépendance technologique, instaurer un climat de confiance autour des usages, développer les compétences nationales, soutenir l'innovation locale et assurer une couverture équilibrée sur l'ensemble du territoire. Au cœur du dispositif figure la création de Al-Jazari Institute, un réseau national de centres d'excellence dédiés à l'IA qui seront chargés de rapprocher la recherche académique, l'innovation technologique et le besoin des acteurs économiques régionaux. Ces cadres s'inscrivent dans la continuité de la stratégie nationale Digital Morocco 2030, lancée en septembre 2024, qui place l'intelligence artificielle au centre de la transformation numérique du royaume. Cette stratégie vise notamment à générer
créer plus de 240 000 emplois numériques d'ici 2030 et à faire contribuer le numérique à hauteur d'environ 10 milliards de dollars au PIB national. Le contexte international et régional est aussi un moteur pour cette ambition. En 2025, le Maroc a progressé de 14 points dans l'indice de préparation de gouvernement ALIA, atteignant la 87e place mondiale et la 8e au niveau du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord selon les autorités. Si la stratégie est pleinement mise en œuvre, les effets pourraient être multiples, le renforcement de la compétitivité de l'économie marocaine, la création d'emplois qualifiés, l'amélioration de l'efficacité du service public grâce à des systèmes plus intelligents et une position renforcée sur la scène technologique continentale et mondiale. Et on termine par cette revue de presse de Domomat. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse essentiellement consacrée au dialogue. La Référence Plus rapporte que le président Félix Tshisekedi a effectué le lundi 12 janvier à Lomé une visite de quelques heures pour participer à une séance de travail consacrée à la stabilisation et à la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. La consoeur précise que cette visite à l'invitation de Faure Gnassingbé, médiateur de l'Union africaine dans le conflit, s'inscrit dans le cadre des efforts régionaux visant à renforcer le dialogue et la coordination entre les différents acteurs impliqués dans les processus de paix en RDC. La Référence Plus ajoute qu'à en croire des sources proches du FCC, le président honoraire Joseph Kabila aurait également été reçu par le médiateur togolais quelques heures seulement après son entretien avec Félix Tshisekedi. Dans l'entourage du FCC, on indique que la présence de Joseph Kabila à Lomé s'inscrit dans le cadre des consultations autour du dialogue inclusif qu'auraient sollicité les chefs de l'État congolais auprès du président angolais Joao Lourenço, lesquels auraient reçu Joseph Kabila le dimanche 11 janvier à Luanda pour échanger sur les dialogues nationaux. Le phare nuance cependant. Les quotidiens notent que le double déplacement de Félix Tshisekedi, d'abord en Angola puis à Lomé, a poussé plus d'un à croire que la tenue du dialogue était imminente. Certains sont même allés jusqu'à affirmer que des leaders de l'opposition politique et armée, ainsi que ceux des organisations de la société civile, défilaient dans la capitale angolaise en marge des préparatifs du dialogue. Toutefois, souligne le phare, aucune référence n'était faite à un quelconque document ou déclaration officielle, ni du côté congolais, ni du côté angolais, confirmant la tenue d'un dialogue national. Le journal s'interroge surtout sur l'impact réel d'un tel forum sur la crise sécuritaire dans l'Est qui sévit depuis des décennies et pose la question centrale. Quel rapport entre les dialogues nationaux présentés par certains comme une solution miracle et la guerre d'agression rwandaise? Quelle influence ou pression les dialogues nationaux exercera-t-il sur l'armée rwandaise qui occupe actuellement des villes, territoires et localités en RDC pour qu'elle quitte le territoire national? Le potentiel adopte une lecture plus structurelle et parle d'économie politique de la guerre. Le journal écrit que la crise à l'Est n'est pas accidentelle, mais qu'elle dure parce qu'elle rapporte de l'argent, sert des intérêts géopolitiques, arrange certains acteurs internationaux et se nourrit de la faiblesse structurelle de l'État congolais. Selon le potentiel, le M23 n'est pas la cause de cette guerre, il en est un instrument. Concernant l'option du dialogue, le quotidien estime que voir dans cette démarche une capitulation est une erreur d'analyse, car le dialogue serait un instrument de légitimation internationale et une manière d'obliger ceux qui refusent la paix à apparaître comme tels devant la communauté internationale. Info 27 pour sa part revient sur le terrain militaire. La consoeur rapporte que dans le haut plateau de Vira, les FARDC ont repoussé le dimanche 11 janvier une offensive de la coalition M23 AFC appuyée par l'armée rwandaise qui visait une percée vers les territoires de Fizi. Enfin, Ouragan publie une tribune de Salomon Kalonda autour de l'incarcération du général Christian Ndayouel. L'auteur écrit avoir été sauvagement et illégalement enlevé à l'aéroport d'Ndjili par cet homme, puis injustement détenu sur la base des mensonges, un épisode dont il garde, dit-il, de lourdes séquelles médicales. Salomon Idi Kalonda estime qu'un État ne se protège pas en confondant rumeurs et renseignements, mensonges et vérité, ni en se prenant aux honnêtes citoyens plutôt qu'aux véritables ennemis de la République.
Il appelle à bâtir en RDC un renseignement professionnel et efficace, respectueux des intérêts de l'État comme des droits des citoyens. Fin de cette revue de presse. Voilà qui met un terme à ce journal dont je vous rappelle les principales articulations. 2 capitales, plusieurs rencontres et des consultations en coulisses. La semaine du président Félix Tshisekedi relance les spéculations. Un dialogue politique inclusif semble sur la table, mais son cadre et ses protagonistes restent pour l'instant un mystère. C'est un décryptage suivi avec Domomat. Et depuis le lundi 12 janvier 2026, une grève a été décrétée par les agents du ministère des Affaires étrangères chargés de la capture de passeports en République du Congo qui réclament le retard sur le paiement et leur prime, une situation alarmante qui affecte les citoyens en attente de documents de voyage sur le terrain. Des responsables n'ont pas manqué à réagir au micro de nos reporters que vous avez suivis dans ce journal. On terminé le journal par le Maroc dans un contexte de montée en puissance de l'intelligence artificielle en Afrique. Ce pays cherche à formaliser une stratégie capable d'appuyer le développement économique, la modernisation administrative et le positionnement compétitif du royaume. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.